Que pourrais-je dire d'autre si ce n'est merci au Dieu créateur tout-puissant, celui-là qui nous maintient tous en bonne santé malgré les quelques difficultés que nous traversons par moments, ce qui justifie d'ailleurs notre absence de ce plateau durant une semaine environ, mais le grand Dieu étant ce qu'il est, nous sommes sur les deux pieds de retour en studio. Merci donc à toutes celles et à tous ceux qui y ont contribué, bien de choses, et merci, que Dieu vous le rende au centuple. Vous l'avez fait par vos prières, vous l'avez fait par vos soutiens, tant bien moral que financier, que Dieu vous le rende au centuple. Va paisiblement ton chemin à travers le bruit et la hâte, puis souviens-toi que le silence est paix, sauf que ce silence n'est pas synonyme de résignation, il alimente plutôt une colère vive qui se refuse toute explosion à cause des dégâts importants qui pourront en découler. Allez-y comprendre. Ce matin, autour de ce plateau avec nos invités, nous allons nous intéresser au mandat social donc de ce troisième quinquennat du président Faure Essozimna Gnassingbé, puisque le sujet a fait la une du journal Temps Nouveau la semaine dernière. Nous avons en studio avec nous son directeur de publication. Le journal avait titré Mandat social devenu cas social. Nous allons lui demander de nous expliquer un peu le contenu de cet article tout à l'heure. Nous allons également parler de l'exposition universelle à Milan. Le Togo y était avec ses produits céréaliers. Quelle analyse faites-vous de cette présence du Togo qui va exposer des produits céréaliers qui coûtent cher au pays? Nous allons en parler puisqu'il faut en parler. Le bol de maïs, son prix flambe toujours. Nous allons pour finir débattre également de la corruption et du blanchiment d'argent dans notre pays, le Togo, puisque dans les citations quotidiennes, la citation du président, si je peux le dire ainsi, le répéter donc, du président Faure Essozimna Gnassingbé, une minorité s'accapare les ressources du pays, revient dans tous les débats. Pourquoi? Nous allons en parler. Et merci donc à vous toutes et à vous tous qui êtes fidèles à cette émission. Vous êtes encore très nombreux à nous suivre via les ondes de radio KNTB, les écrans de la télévision Espoir 47 basée à Tivier, la radio VGK à Palimé, Radio Lumière à Anéro, et puis sur le web le www.togovision.com, sans oublier le www.ebenradio.com et les autres sites qui s'intéressent à cette émission, que ce soit le www.ici-le-mai.com, le www.togo-de6online.com et bientôt sur le site de l'agence La Verte. Nous allons voir ça tout à l'heure avec notre invité, puisque le directeur de l'information de cette agence est avec nous en studio. Rapidement, autour de ce plateau pour saluer les invités, Eli Mensa, il est le directeur à l'information du site de l'agence La Verte. Bonjour et bienvenue. Bonjour aux auditeurs, bonjour aux téléspectateurs. Ça fait plaisir de retrouver les studios et c'est un bonheur de partager ces instants de franc débat et de partage avec nos auditeurs. Voilà, merci donc surtout pour la disponibilité. Je rappelle que nous vous avons rejoint hier nuitamment, mais votre engagement ne vous a pas non plus empêché d'aménager votre calendrier pour être des nôtres ce matin. Idem pour Ibrahim Acha, directeur de publication du journal Temps Nouveau, qui également a aménagé son calendrier pour être avec nous. Bonjour, bienvenue et surtout merci pour la disponibilité. Merci Rodrigue et bonjour à tous ceux qui nous écoutent en ce moment, et nous profitons aussi de l'occasion pour souhaiter encore plus de santé parce que votre absence la dernière fois pour cause de santé a été très ressentie. Et nous souhaitons que le bon Dieu vous garde en bonne santé pour continuer par animer ce débat qui est très apprécié des auditeurs et auditrices dans la capitale et un peu partout dans le monde, puisque vous êtes relayé par les sites d'information de la diaspora. Et c'est une émission qui est très bien suivie. Nous avons des retours de par le monde, de l'Allemagne, des États-Unis et aussi de la Suède. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on prie sérieusement que vous soyez en bonne santé. En tout cas, merci. Donc, Dieu, ma foi, a déjà entendu votre prière, ce qui explique ma présence autour de ce plateau ce matin. Je reste avec vous pour l'aborder, puisque vous l'avez publié à la une de votre journal. Vous êtes intéressé au mandat social du président Faure Essozimna Gnassingbé, élu à l'issue du processus électoral qui a abouti donc au scrutin du 25 avril dernier. Vous avez titré Mandat social devenu cas social. Que peut-on entendre de cet article? Oui, il faut dire que c'est ce que nous pouvons appeler dans le jargon journalistique une acrobatie journalistique. C'est-à-dire que... Acrobatie journalistique. Oui, c'est juste pour vous dire qu'il y a des concepts
sur lesquels on ne badine pas. Et lorsque vous vous amusez à lancer des concepts, tôt ou tard, vous serez rattrapé. Je ne vais pas aller trop vite en détail. Il faut vous dire que le troisième mandat de Faure Gnassingbé a été, disons, placé sous l'angle du social. C'est-à-dire qu'on s'est dit, les spécialistes, ceux qui avancent cette terminologie, qui disent que le mandat de Faure est un mandat social, arguent que le premier mandat de Faure Gnassingbé a été concentré sur la réconciliation, la relance du pays et surtout l'apaisement social au sein de notre pays. Et le deuxième mandat s'est attelé à la grande tâche de réforme économique et des réformes au point de vue des infrastructures et surtout l'enclenchement des chantiers pour faire du pays, faire de notre Togo un pays aussi joli, un pays qui, d'une manière ou d'une autre, reflète l'image d'un pays moderne. Retailler un peu son aspect architectural. Tout à fait. Et le troisième mandat, maintenant, on parle du mandat social parce que ce n'est pas que le chef de l'État n'a pas pris en compte le volet social lors de ces deux précédents mandats, mais c'est on va accentuer, on se dit qu'il va accentuer les efforts sur le côté social pour faire en sorte que le Togolais puisse avoir des conditions de vie acceptables et surtout que tout ce qui concerne l'aspect social, l'éducation, la santé et tout ce que nous avons comme la culture et tout dans le pays puisse prendre un essor de sorte que le pays aussi se positionne dans le concert des nations civilisées, des nations qui ont pris la bonne option pour l'amélioration des conditions dans son pays. Donc c'est sur ces aspects que les politologues ont parlé de mandat social, mais seulement. Vous savez que depuis la formation du gouvernement, il y a eu un seul, et c'est l'unique d'ailleurs jusqu'à présent, un conseil des ministres. Et le chef de l'État avait, lors de ce conseil des ministres, dit à ses ministres de travailler, de vite se mettre au travail et surtout de répondre aux préoccupations légitimes des Togolais. Mais depuis ce conseil, nous avons remarqué que les choses traînent, les choses n'évoluent pas et on sent une certaine morosité dans l'action gouvernementale. C'est ce qui nous a amené à titrer que ce mandat social qui devait être porté par ces ministres semble devenir un cas social. Parce que comme vous savez, quand on parle d'un cas social, c'est que c'est un cas désespéré. Il faut sauver ce cas. Donc le mandat social de Faure Gnassingbé est un mandat qui piétine actuellement. C'est un mandat qui n'arrive pas à convaincre les Togolais. Donc il faut sauver ce mandat. C'est pourquoi nous demandons de la part du gouvernement beaucoup plus d'ardeur, beaucoup plus de dynamisme et surtout d'initiative pour faire de ce mandat social de M. Faure Gnassingbé une réussite. Vous n'êtes sans savoir que le gouvernement, après 2 mois seulement d'exercice, est déjà en congé. On dit que les ministres sont en congé. Et vous comprenez donc, ça voudrait, et vous comprenez avec moi que il n'y a pas eu de communiqué officiel. Il n'y a pas eu de communiqué officiel, mais nous sommes au Togo où l'action gouvernementale est un secret de polichinelle. Nous savons tout ce qui se passe. Nous sommes dans ce petit rectangle. Tout ce qui se fait dans tous les coins est su. Les gens disent que ça nous fait même plus 56 600 km². Tout à fait, Léo. Donc, il faut comprendre que ce gouvernement qui doit porter ce mandat social est déjà épuisé. Ça voudrait dire qu'ils étaient fatigués même avant d'être nommés ministres. Parce qu'on ne peut pas comprendre que 2 mois après, les gens se disent qu'ils sont en congé. Ils ont intensément travaillé quand même lors de la lutte des Valas. Ah, ben c'est vous qui le dites. Tous présents. Et si oui, tout à fait, mais s'il faut passer une semaine au lutte et voilà, être épuisé au four et au moulin avec les ateliers. Nous ne refusons pas. Nous ne refusons pas. Les séminaires par là. Et puis ils sont tous un peu dans ce système. Monsieur Rodrigue. On peut appeler moule préparatoire. Monsieur Rodrigue, c'est un beaucoup plus républicain. Nous parlons dans un cadre républicain et nous parlons en tant que citoyens. Il y a des préoccupations légitimes que nous soulevons. Ne tournons pas en dérision ces préoccupations. Les Togolais veulent que les ministres se mettent au travail. Ils ont été nommés pour ça. Ils n'ont pas été nommés pour venir décorer le gouvernement. C'est pour venir et orner l'équipe gouvernementale. C'est pour venir travailler et répondre aux besoins légitimes, aux préoccupations des Togolais. S'ils en sont incapables, qu'ils remettent leur tablier, qu'ils démissionnent. On ne veut pas d'oisifs au gouvernement.
Voilà. Elie, j'ai comme l'impression que vous partagez la vie d'Ibrahim. Sur ce point, je suis d'accord avec mon confrère Ibrahim, parce que vous avez vu les conditions dans lesquelles on a pu former ce gouvernement, tout le retard que cela a pris. Si ça aurait été un programme scolaire, ils auraient déjà accusé un retard sur le programme. Donc sur le programme gouvernemental, également sur l'action gouvernementale, il y a du retard. Maintenant, dans ce contexte, on nous parle encore des congés ou des vacances du gouvernement. Je crois que l'heure est à l'urgence. Tout est urgent dans ce pays et normalement, les congés, des ministres, après 2 mois, vous prenez le code du travail et la convention collective interprofessionnelle, les congés, c'est au-delà de 6 mois sur accord des 2 parties, et à raison de 2 jours et demi par mois. Voilà ce que les textes disent. Donc on ne peut pas accorder des vacances et des congés à un gouvernement après 2 mois de travail. Et jusqu'alors, nous avons eu droit à un seul conseil des ministres. Or, les urgences sont là et attendent. Donc, comment voulez-vous qu'on ait des résultats probants et idoines aux problèmes, aux préoccupations légitimes des Togolais en travaillant de la sorte? Je crois qu'on ferait mieux d'aller directement à l'essentiel. Et l'essentiel pour le Togolais aujourd'hui, c'est de manger à sa faim, c'est de trouver du travail à faire, c'est d'avoir accès à la formation, et c'est également la paix sociale et la sécurité dans le pays. Donc sur tous ces tableaux, vous voyez que les signaux sont quand même au rouge. Dans la signaux rouge, peut-être que les ministres ont anticipé, ils seraient peut-être de retour, mais je n'en veux pour preuve que leur présence à l'exposition universelle à Milan, le Togo a eu à exposer quand même des produits céréaliers d'abord. Quelle appréciation, Ibrahim, donnez-vous à cette sortie du Togo? Ça a été très salué, on a vu les images sur la TVT, une forte mobilisation, plus de 500 Togolais. Oui, c'est une très bonne initiative, puisque vous savez que l'Expo de Milan est une grande vitrine et le Togo ne peut pas ne pas être à ce grand rendez-vous. Et ce qui nous a plu aussi, c'est que le Togo est allé avec ce que nous avons de particulier, c'est-à-dire que l'agriculture, ils ont brandi l'agriculture là-bas, et les sorgho, le mil, le maïs et les tubercules que nous avons ici. Et ça fait plaisir parce que les Occidentaux, à la fois, vous savez qu'il y a aussi des investisseurs qui passent par là. Il y a aussi. Mais là-bas, vous avez vu quand même les ministres. Oui, les ministres y étaient. Il fallait. Donc, ils sont de retour de congé, c'est ça? Je ne le sais pas pour le moment. Mais il fallait quand même y être et vendre aussi l'image de notre pays. Puisque quand on parle de l'agriculture, il y a de grands industriels, des agroalimentaires qui sont aussi qui circulent lors de ces foires. Donc, c'est fort probable que certains investisseurs puissent être intéressés par les produits céréaliers que nous avons dans notre pays. C'est déjà une très bonne chose et nous saluons le gouvernement qui a pu placer le Togo à ce rendez-vous. Et c'est d'une importance capitale et nous pensons que les impacts, nous allons les ressentir très bientôt. Mais ce qu'il faut quand même relever dans ce que le Togo a exposé là-bas, c'est vrai que nous avons exposé du céréal, mais est-ce que l'agriculture togolaise permet de produire assez de céréales? Parce qu'on expose ce qu'on veut vendre. Voilà. Est-ce qu'on produit assez pour pouvoir vendre? Voilà. C'est ça. Parce que quand je prends le cas d'un agriculteur burkinabé, à l'hectare, il peut sortir 6 à 6,5 hectares et tonnes de céréales. Mais au Togo, c'est impossible. Pourquoi? Je le dis parce que j'ai visité des agriculteurs, des producteurs m'ont dit à l'hectare, à peine ils s'en sortent avec 2 tonnes. Mais le gouvernement mettre les moyens. Vous avez vu, il y a des intrants agricoles qui sont disponibles. Il ne s'agit pas. Non, c'est vrai. Il y a l'ANSAT qui est là, qui mobilise les céréales. Donc, le Togo est capable. Le Togo est capable de produire, mais comment? C'est ce que nous disons, c'est la quantité. Voilà. Sur un hectare, si vous sortez 2 tonnes de maïs, et le Burkinabé peut sortir 6 tonnes de maïs, c'est qu'il y a un problème. Il faut comprendre que jusque-là, vous n'avez pas modernisé l'agriculture. Voilà. Il faut faire de telle sorte que le paysan togolais puisse rentabiliser, puisse sortir le maximum de tonnes sur le mètre carré, sur l'hectare. Je vous donne un exemple banal. Au Burkina Faso, ils ont ce que nous appelons les semences hybrides. C'est une technique maîtrisée par le paysan burkinabé. Actuellement, le paysan burkinabé peut produire des semences hybrides.
et les ressemer et avoir une grande capacité de récolte. Au Ghana, ici à Sogakopé, il y a aussi des fermes expérimentales là-bas. Ils produisent des semences hybrides. Mais figurez-vous au Togo, qu'est-ce qu'on a fait? Nous sommes allés en Égypte chercher des semences hybrides. C'est une aberration. Parce que le climat égyptien n'est pas le même avec le climat togolais. Or, il y a le Ghana à côté où on pouvait aller s'inspirer de l'expérience ghanéenne. Ou bien l'expérience burkinabé, où on pouvait aussi aller chercher de l'expérience. Et dans le cadre même du PPAO, on a dit qu'il devait avoir transfert de technologies. C'est un programme qui concerne l'Afrique occidentale. Donc ça voudrait dire que ce qui se fait au Bénin peut être répercuté au Togo. Ce qui se fait au Burkina Faso peut être répercuté au Togo. Il suffisait seulement aux techniciens du ministère de l'Agriculture d'être un peu plus ingénieux et de mettre en branle ce projet. Je pense que le PPAO va prendre en charge et les paysans togolais, les agriculteurs togolais seraient allés former au Burkina ou bien à Sogakopé à côté ici pour avoir des semences hybrides. Maintenant, ce qu'on nous a ramené de l'Égypte, il faut étudier maintenant, comment l'appelle-t-on là, l'adaptation avec notre sol. Et aussi, c'est que les semences hybrides n'ont une durée de vie que d'1 an. Ça voudrait dire, or, la campagne agricole a déjà commencé. Si on stocke ces maïs-là, c'est que l'année prochaine, on ne peut pas utiliser ça. Ça serait du gâchis. Et même si on utilisait ça, l'année prochaine, on ne peut plus utiliser ça pour semer. Donc, ça voudrait dire qu'on doit recommander encore. Or, il suffisait seulement d'aller au Burkina ici. On a l'expertise, ou bien au Ghana à côté, on a l'expertise. Les paysans vont fabriquer eux-mêmes leurs semences hybrides. Et ça, le Togo expose ses céréales en Italie. Il y a eu, c'était d'abord une vitrine universelle internationale où les grands investisseurs dans l'agriculture ont fait leur navette, ont vu. Quelle retombée d'abord pour le Togo? Retombées pour le Togo, je crois que c'est des occasions exceptionnelles et extraordinaires pour les États africains de pouvoir montrer à la face du monde les efforts et la dynamique de réforme au niveau agricole. C'est une occasion également pour le Togo de montrer du savoir-faire également à ce rendez-vous. Seulement, ayons quand même, nous ne voyons pas la face, ayons le courage. On a vu quand même des opposants au rendez-vous. On a vu quand même moi c'est quand même pas une mauvaise chose. Agbeme Kodjo, avec le recul, c'est quelqu'un qui a de la ressource et qui sait vendre le Togo et qui peut le vendre. Nous ne sommes pas sur un terrain politique, nous ne sommes pas dans un contexte de conquête de pouvoir. Voilà. Et s'il s'agit de relever le Togo, je crois que si on a des ressources, qu'on soit de l'opposition ou du pouvoir, c'est une bonne chose de s'associer à cet élan-là. Donc moi, à mon niveau, j'apprécie... Il n'y a pas de débat là-dessus. Il n'y a pas de débat. Et ce que je voudrais dire ensuite, c'est que malheureusement, les céréales coûtent cher chez nous. Je crois que, je ne sais pas s'ils ont eu le courage de le dire à ce rendez-vous, que le céréal que nous vous proposons, le Togolais moyen a du mal à se l'acheter. Voilà, il faut qu'on ait le courage de le dire. Parce que c'est là le problème. Il ne s'agit pas d'aller exposer des céréales aux Blancs. Et est-ce que le Blanc sait, à cette solution, que le Togolais a toutes les difficultés du monde pour se procurer ce céréal? Quel est le modèle agro-industriel que le Togo propose? Il n'y en a pas. On n'a pas de modèle agro-industriel. Vous prenez le budget qui est alloué à l'agriculture, le budget loué à la défense dépasse de loin le budget qui est loué à l'agriculture et d'autres budgets encore. Mais il y a quand même des apports de partenaires. Et ce budget même, c'est le reflet très pâle de la dynamique et des discours, des beaux discours qu'on adresse à l'agriculture. Ça contraste avec les réalités. Donc, on ferait mieux d'avoir un modèle d'agriculture ou un modèle agro-industriel qui s'adapte au contexte de changement climatique, en allant sélectionner en tout cas des céréales qui vont s'adapter à ce contexte de changement climatique avec la rareté, les changements, la sécheresse et une variation au niveau de la pluviométrie pour permettre aux agriculteurs togolais d'être dans le contexte actuel de l'agriculture, pour nous permettre de nous autosuffire. Parce que ça ne sert à rien d'avoir de beaux discours quand on n'est pas capable de produire pour 7 millions d'âmes, de produire du céréal pour 7 millions d'âmes. Aujourd'hui, vous avez de la tomate à profusion. La tomate, aujourd'hui, c'est la saison de la tomate en ce moment. Mais est-ce que nous avons les techniques de conservation de la tomate? Et puis, les tomates qui sont sur le marché, généralement, c'est des tomates qui ne sont plus comme celles qu'on connaissait. Il suffit de les récolter et d'attendre 2 semaines pour les voir pourrir. Est-ce que ensuite, ça fait même 2 semaines?
Et donc, pour cela, il faut quand même engager des techniciens pour voir et développer, rechercher et investir dans la recherche fondamentale, voir les méthodes actuelles de conservation de ces récoltes-là. Ce n'est que par là. Vous avez vu, même lorsque la saison des mangues arrive, lorsque vous prenez jusqu'à Kara et à Dapaon, vous voyez des mangues qui traînent sur les voies. Et ça pourrit et c'est parti. Est-ce qu'on a des techniques de conservation de ces fruits-là? Et donc, c'est en cela qu'on interpelle le gouvernement à investir dans la recherche fondamentale, à engager des techniciens pour voir dans quelle mesure le Togolais peut arriver à conserver ses récoltes, à augmenter sa récolte pour permettre une autosuffisance alimentaire localement avant d'aller à ces expositions et vanter ces céréales-là. Voilà, Ibrahim, aujourd'hui le Togo va exposer ses céréales et peut-être un partenaire qui se pointe et qui dit, écoutez, je veux par exemple 5000 tonnes de maïs. Ça fait beaucoup d'argent pour le Togo. Hein? Oui, ça fait beaucoup d'argent pour le Togo, mais sauf que ce ne sont pas les producteurs eux-mêmes qui vont les vendre. Ça serait vendu dans le cadre de l'ANSAT. Mais il y en aura, on peut, puisque sans vous mentir, j'ai connu, je tiens à féliciter tout ce bon monde, les agriculteurs de la région centrale, et vous avez même des femmes qui sont de grandes productrices des céréales dans cette région. Quand vous allez un peu vers la région des savanes, il y a aussi de laborieux paysans qui font un très bon travail aussi là-bas. Donc, si on met à contribution ces laborieux paysans et qu'on n'allait pas, dans le cadre de l'ANSAT, acheter du maïs et venir faire du commerce sur le dos de ces producteurs, si on laissait les producteurs eux-mêmes vendre leur maïs, je pense que ça pouvait aider ces producteurs à étendre leur champ et surtout à se prendre en charge. C'est ce qui est important, parce qu'il ne s'agit pas de dire que c'est l'ANSAT seul qui va vendre les céréales dans notre pays. Or, le rôle de l'ANSAT, ce n'est pas de vendre, ce n'est pas de commercialiser les céréales dans notre pays, c'est d'assurer la sécurité alimentaire en constituant un stock de sécurité dans notre pays. Ce n'est pas pour vendre. Donc, il faut laisser les agriculteurs créer des conditions pour que notre agriculture aille vers l'entrepreneuriat agricole, qu'on ait de vrais entrepreneurs agricoles dans notre pays. Je pense que c'est ce mécanisme qu'il faut mettre en branle pour que notre agriculture se porte mieux. Voilà, que notre agriculture se porte mieux. Si j'ai posé la question, il dit maintenant, c'est parce que si le Togo arrive, par exemple, à satisfaire ce client qui voudrait 5000 tonnes de maïs, qu'est-ce que les populations togolaises vont en tirer comme profit? Il y aurait des conséquences. Moi, je crains parce qu'on n'a pas encore eu des sollicitations que le maïs coûte déjà 800 francs. Et lorsqu'on aura des entrepreneurs ou des opérateurs économiques qui vont vouloir de nos céréales, est-ce que nous avons les outils et les structures pour quand même nous assurer une sécurité alimentaire? Et c'est là la question. Parce que la preuve, si je pose la question, vous avez vu quand le prix du bol du maïs a commencé par flamber, quand on a eu à poser la question au ministre de l'Agriculture, le colonel Urokura Agadazi, il a laissé entendre que le Togo avait vendu du maïs au Ghana. Et c'est un peu comme une justification de cette question. C'est pour ça que je pose la question. Non, je vous comprends très bien. Et vous avez vu, et je prends témoin le peuple togolais, et jusqu'à ce jour, le maïs coûte toujours plus de 700 francs CFA. Ça coûte toujours. Et comment vous expliquez ce silence-là? C'est dangereux, ce silence du peuple togolais. C'est dangereux. Pour un politique, normalement, on devrait quand même réfléchir à cela. Parce que c'est une expression, ce silence-là. Les gens sont résignés. Comment vous vous dites que vous avez un stock de sécurité que vous allez sortir et qui va permettre de diminuer le prix? Parce que le prix, c'est la rencontre de l'offre et de la demande. Lorsque la demande est plus forte que l'offre, c'est normal que le prix reste à ce niveau. Maintenant, est-ce qu'on a sorti les stocks? Pourquoi ça n'a pas eu d'impact sur le prix, sur le marché? Et donc, franchement, moi, je ne vois pas le Togo. C'est de très bonnes intentions auxquelles nous adhérons tous, mais ces intentions ne sauront cacher nos réalités. Il faut ressortir ces réalités-là. Le Togo n'est pas prêt pour exporter de façon industrielle sa production agricole. Parce qu'à l'interne, nous n'avons pas encore une autosuffisance alimentaire. Il faut que nous soyons suffisamment alimentés à l'interne, que nous dégagions des excédents avant de penser à alimenter les autres qui sont en besoin. Donc, lorsque on tire, qui trop
qui trop mal étreint, qui trop embrasse mal étreint, qui trop embrasse mal étreint, comme on dit, parce que nous n'allons pas nous ouvrir à tous les chantiers. À l'heure de la mondialisation, à l'heure où le monde devient un village planétaire, posons-nous la question, qu'est-ce que le Togo propose? Qu'est-ce que le Togo propose à ce grand village planétaire-là? Et ce que le Togo peut proposer, c'est d'abord une culture qui passe également par l'agriculture, et cette agriculture n'est pas prête, à mon sens, à s'exporter. Il faut que localement, et en plus de cela, combien de candidats avons-nous dans le système éducatif pour ce secteur agricole? Combien d'ingénieurs agricoles le Togo produit par an? Et combien de techniques? Est-ce que nous avons besoin... On a des agronomes. Vous n'êtes sans savoir que les agronomes en cravate des sports, elle est agronome. Je ne refuse pas. Mais on ne veut pas d'ingénieurs agronomes en cravate et dans un bureau climatisé. Nous voulons des techniciens agricoles qui savent, dans un contexte de changement climatique, comme je dis toujours, qui puissent quand même nous proposer, qui puissent quand même piloter des études et proposer des plans et des solutions aux problèmes concrets de notre agriculture. Et donc, lorsque nous n'avons pas tout ceci, mais combien d'ingénieurs agricoles nous produisons par an? Très sincèrement, je ne sais pas, mais pas quand même la vingtaine ou la trentaine par an. Non. Mais est-ce qu'on a besoin forcément des ingénieurs? On a besoin seulement de techniciens agricoles qui seront dans le mécanisme, les programmes. On ne peut pas recycler les paysans eux-mêmes. Non, parce que le contexte actuel demande beaucoup d'ingéniosité. Ça demande un background. Et donc, je crois qu'on peut reformuler la chose pour produire des techniciens agricoles et qui seront avec des conditions acceptables, vont accepter se rendre à l'intérieur du pays, rester dans ces milieux agricoles-là et accompagner les agriculteurs, les paysans. Il ne s'agit pas d'envoyer des engrais aux paysans. Ils vont fatiguer les sols pour rien du tout. Donc c'est plus que ça, et le Togo doit s'atteler, et cela passe par le budget, les lignes budgétaires qu'on propose à ce secteur. Et j'ai dit tout à l'heure que quand vous voyez les budgets octroyés à l'agriculture, c'est triste, ce n'est pas vraiment ça, on s'attend à mieux. À mieux. Voilà, Ibrahim, le Togo a quand même eu à donner un signal fort par rapport au développement agricole. Vous avez vu le PNIASA, il y a par exemple le PPAO, il y a le PADAC, beaucoup de projets qui entourent ce secteur. Mais comment comprendre aujourd'hui, ou peut-être je reformule autrement, est-ce qu'aujourd'hui les fruits répondent à la promesse des fleurs? Il faut dire, et c'est très important, que le chef de l'État, M. Faure Gnassingbé, en venant au pouvoir, dès sa prise de pouvoir en 2005, a misé sur l'agriculture pour la relance économique de notre pays. Et ce faisant, il a initié des projets et pris des contacts avec des partenaires. Heureusement que ces actions du chef de l'État ont porté, j'en ai pour preuve, le financement du PNIASA, qui est un programme ambitieux dans notre pays. Mais seulement, il se pose que le développement de l'agriculture dans notre pays se fait de façon folklorique. Je vais m'expliquer. C'est qu'il y a trop du tintamarre autour de la mise en œuvre du PNIASA que finalement vous vous perdez, vous ne vous retrouvez même pas sur le terrain. Parce que l'agriculture, telle que moi, je pensais que ça allait être conduit dans notre pays, ce n'est pas de cette façon que moi je le remarque. On fait trop du bruit, des cérémoniels, on est en atelier, on se dilapide de l'argent parce qu'on a des perdièmes à prendre. On prend des caméras, on se balade dans les hameaux, on dit qu'on veut donner des kits d'urgence à certaines personnalités qui sont indigentes, à certaines personnes qui sont indigentes, pour pouvoir se prendre en charge. Bientôt on va bientôt on va encore assister à ça. Je dis c'est très bien. Je dis c'est très bien. Nous ne refusons pas, c'est très bien. Mais seulement, est-ce que c'est des personnes indiquées? Est-ce que ces produits-là vont aux personnes indiquées? Nous avons eu, et je suis vraiment désolé de le dire ici, qu'un préfet a eu un kit de secours. Un préfet qui a un kit de secours. Est-ce que c'est un indigent? Il n'est pas un indigent. On a dit de donner ça aux indigents pour améliorer leurs conditions de vie et pour leur donner une certaine sécurité alimentaire. Mais vous donnez un kit à un préfet. Quand j'ai eu l'information, mais j'étais tombé des nues. Qu'est-ce qu'on veut faire vraiment du programme agricole de notre pays? Il faudrait que ceux qui gèrent ce secteur se remettent en cause. Il ne s'agit pas de faire entendre les bruits de bottes lorsque une presse vous critique.
Il faut plutôt travailler dans le sens voulu par le programme et lire les tests. Quand vous mettez en œuvre un projet, mais référez-vous au contrat de mise en œuvre, au contrat du bailleur. Ne cherchez pas à plaire à quelqu'un ou bien à faire du folklore pour donner l'impression que vous êtes en train de faire du travail. C'est quand on est dans cette posture qu'on fait du cafouillage et après tout ça retombe sur le développement agricole dans notre pays. Aujourd'hui, quel paysan va vous dire qu'il a joui du Pignaza? Aucun paysan ne vous dira qu'il a joui du Pignaza. On vous dira seulement que bon, ils sont venus, ils nous ont donné des engrais, et ils nous ont aidés, ils nous ont appuyés. Mais l'appui, quand il n'y a pas un suivi sérieux sur le terrain, c'est que ça ne produit aucun fruit. Effectivement. Ouais. L'agriculture est devenue bureaucratique. Ce que je voudrais également relever, si tu permets, c'est que les régions économiques du Togo ont un potentiel spécifique. Toutes les régions ont un potentiel spécifique. Vous prenez de Dapon jusqu'à Aniran, toutes les régions ont du potentiel. Vous prenez la région des lacs, par exemple. C'est une région qui vit essentiellement de la pêche et de l'agriculture. Comment voulez-vous, pourquoi ne pas exploiter, n'est-ce pas, cette région pour être le grenier en matière de poissons pour nos populations? Pourquoi ne pas exploiter la région des plateaux qui s'offre très bien allègrement à l'agriculture? Pourquoi ne pas créer des terrains d'expérimentation de nouvelles espèces et tout? Et je crois qu'il faut revoir tous ces aspects-là en profondeur et éviter qu'on trimballe les caméras à gauche et à droite. Parce qu'au journal de 20h, lorsque à chaque fois on donne 20 pelles, on donne des coupes-coupes, on montre à la télé, mais laissez le silence faire le reste. Ce n'est qu'à travers les résultats qu'on saura apprécier l'action gouvernementale dans le secteur agricole. Mais quand à chaque fois on voit des agriculteurs en cravate, dans des bureaux climatisés, dans des ateliers, à chaque fois, or sur le terrain, ça ne marche pas. Je crois que ça ne va pas résoudre les problèmes. Cette gouvernance de façade, nous n'en voulons plus. Les Togolais ont assez entendu de ces discours et ils s'attendent à voir des actions concrètes. Des actions concrètes, en tout cas pour le commun. Il y a un exemple que je voudrais partager avec les auditeurs, c'est l'agriculture qui va aller vers la maîtrise de l'eau. Vous savez que quand on parle de l'agriculture, il faut maîtriser de l'eau. Oui. C'est pourquoi dans le cadre du PADAT, il a été prévu l'aménagement des bas-fonds. Mais depuis que ce projet a démarré, non, mais on a quand même des fleuves. Non, on ne parle pas des fleuves, on parle des bassins, de grands bassins pour pouvoir aller vers l'agriculture irriguée. Effectivement. C'est tout. Mais ça n'a pas été fait. Les bassins n'ont pas été aménagés. Et vous le savez très bien dans le cadre du PADAT. C'est un problème actuellement entre ceux qui sont censés gérer ce PADAT et la boîte qui a financé les études de faisabilité. Donc il faudrait que le Togo montre plus de volonté dans ce sens pour amener l'agriculteur à maîtriser l'eau et surtout à ne plus être tributaire des aléas climatiques. Quand c'est une agriculture qui est tributaire des aléas climatiques, c'est que c'est une agriculture vouée à l'échec, surtout que nous sommes dans un contexte de changement climatique. Et comme dit Ibrahim, je voudrais soutenir parce que ce week-end, j'ai fait une petite enquête. Quand vous prenez la zone lac, la région de la préfecture des lacs, au niveau d'Aklakou, vous savez que c'est un peuple qui vit essentiellement du mono. Du mono pour la pêche. Vous voyez même dans le marché là-bas de la localité, il y a des saisons où l'eau sort même de la terre. Effectivement. Mais ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a des herbes qui ont envahi le mono. Et cette population-là n'arrive plus à aller à faire la pêche. Et donc, le poisson devient extrêmement cher. Et donc, c'est des populations qui sont obligées de se rabattre sur Lomé pour avoir du poisson et retourner et vendre en incorporant les prix et tout ça, le transport et tout ça. Et vous voyez que l'eau, la maîtrise de l'eau, c'est avec cette eau que d'autres arrivaient à faire le petit jardin autour. Et donc, ce jardin ne se passe pas. Donc, il y a une crise alimentaire dans la zone jusque vers Afania et tout ça. Donc vous voyez que c'est des petites choses qui échappent. Peut-être ils sont tellement trop loin et ils vivent trop loin des réalités du peuple. Mais nous, le peuple, nous comprenons que c'est difficile et il faudra pouvoir identifier ces petits problèmes-là pour que désormais l'autosuffisance alimentaire ne soit pas un discours, mais une réalité. Voilà, et puis Ibrahim l'a souligné, le projet Pniassa a été lancé par le président de la République, son Excellence Faure Gnassingbé. Aujourd'hui, le peuple togolais aurait peut-être
attendu acheter le bol du maïs à 200 francs, pourquoi pas 150 francs CFA, ce qui n'est pas le cas, ce qui pousse certains observateurs à parler de main basse sur les ressources, à parler de corruption, de blanchiment d'argent, ce qui peut-être aurait poussé le chef de l'État lui-même à déclarer qu'une minorité s'accapare des ressources du pays, comme nous l'avions annoncé dans notre introduction. Nous allons en parler, Ibrahim, aujourd'hui. La question de corruption, de blanchiment d'argent devient de plus en plus sujet principal qui meuble les fonds des débats. Oui, il faut dire que les Togolais ont compris au fil des ans qu'il y a quand même certains compatriotes qui se comportent de façon indélicate dans notre pays, surtout quand ces compatriotes ont en charge la gestion de certaines institutions et même des régies financières dans notre pays. Il y a eu ce que nous pouvons appeler pillage systématique des ressources du pays. Les gens ont volé l'argent du pays et qui sont allés placer à l'extérieur. Les gens ont détourné tout ce qu'il y avait comme ressources sur des projets. Les gens ont pillé les caisses de l'État. Et ça, c'est pas moi, Ibrahim, qui informe les gens. Mais j'en viens. Et c'est pas moi qui informe les gens, mais c'est une réalité que tout le monde connaît. Il y a de petits commis, de petits fonctionnaires qui ont en charge certaines régies financières qui, du jour au lendemain, font sortir des buildings dans tous les quartiers de Lomé. Ça se sait. Ils n'ont pas une machine dans leur chambre qui fabrique de l'argent. Mais c'est parce qu'ils détournent l'argent du pays et ils les utilisent aussi pour ces choses. Mais là où je voudrais en venir, c'est d'abord la vision et la volonté du chef de l'État, M. Faure Gnassingbé, qui, à un moment donné, a eu les informations qu'il faut par rapport à ce pillage des ressources du pays et qui a eu le courage de dire qu'il y a une minorité qui s'accapare des ressources de notre pays. C'est un courage qu'il faut saluer. Parce qu'en le disant, il a parlé du mode opératoire, comment on pille l'argent de notre pays. Il a parlé de surfacturation et des choses. Donc voilà des réalités que le chef de l'État a eu le courage d'étaler sur la place publique et auquel il a de ne pas agir. Non, il a agi. Je voulais venir sur cet aspect pour dire qu'il ne s'était pas contenté de déclarer qu'il y a une minorité qui s'accapare des ressources du pays ou bien que les gens pillent les ressources du pays. Il a mis en place des mécanismes pour pouvoir freiner ce pillage des ressources du pays. Et nous saluons la mise en place et l'effectivité même de l'OTR qui a permis quand même de freiner des recettes, qui a permis de freiner vraiment tout ce qu'il y avait comme hémorragie financière. Je ne serais pas peut-être d'accord avec Ibrahim. Avec l'hémorragie financière au niveau de ces régies. Nous avons des informations et ça, tout le monde le sait, qu'à l'époque, la façon dont ces régies financières sont gérées, c'était très scandaleux. C'était du scandale. Les recettes même d'un mois peuvent disparaître. Vous venez avec moi que avec l'OTR maintenant, au moins avec l'OTR maintenant, on comprend que c'est vrai que c'est un travail qui est en train d'être fait là-bas, qui mérite d'être parfait. Et je pense que les autorités ont vraiment les yeux braqués sur l'OTR. Et au fur et à mesure que cette institution est en train de travailler, ils vont procéder au recadrage pour qu'au finish, nous ayons en tout cas une structure, une institution beaucoup plus viable et fiable. C'est vrai que, puisque aujourd'hui nous avons un expatrié, c'est un Rwandais qui gère ça. Donc tout ce qui se fait, nous avons foi que l'OTR est en train de faire du bon travail, de mobiliser les ressources. Bon, maintenant, il reste à savoir si le Rwandais n'envoie pas une partie au niveau du Rwanda ou bien au niveau du Canada. Il faut s'assurer que l'argent engrangé là-bas va au trésor public. C'est ce qui nous reste maintenant et c'est ce travail d'investigation que nous, journalistes, certains qui luttons contre la corruption, nous sommes en train de faire actuellement. Et au moment opportun, nous allons étaler les résultats de nos investigations à tout le public. Bon, maintenant, quand nous revenons un peu sur... Avant d'aller loin, oui, je n'ai pas d'accord avec sur ce point, oui. Parce que j'attends d'avoir les résultats, de les partager avec mon confrère Ibrahim, parce que quand vous voyez les résultats, avant que l'OTR ne s'installe, notre douane dégageait des excédents. Jusqu'à récemment, avant que l'on installe l'OTR, je vous jure que ça a dépassé les objectifs prévisionnels. Ça a dépassé les objectifs prévisionnels et franchement pour certains, pour nous, on a pensé qu'on n'avait pas franchement besoin de l'OTR parce qu'à un moment donné, il y avait quand même du mieux qui se faisait. Maintenant,
dites-nous, selon les résultats, je n'ai plus les chiffres, mais je sais que l'OTR n'a même pas pu faire ce qui se faisait. Mais ça a été justifié par ce qui se faisait. Donc comment expliquer qu'on mette en place un outil de contrôle, de meilleure gestion, qui ne fasse pas mieux que ce qui existait? Moi, je raisonne sur la base des faits. Donc, je constate que l'OTR fait moins de recettes que la douane et l'impôt à l'époque. Donc, c'est un fait. C'est là. Donc, sur cette base-là, je dis tout simplement que l'OTR n'a pas répondu au rendez-vous, aux attentes. Je dis également que nous également, malheureusement, nous sommes avec d'autres confrères également, sommes en train de faire des enquêtes. Nous sommes en train de faire des enquêtes parce que il faut dire que l'OTR, pour nous pensons que c'est un outil qui a été mis en place, mais qui ne peut pas arrêter l'hémorragie. Parce qu'il y a encore de l'hémorragie, il y a encore des fuites, il y a toujours de la corruption. Avec une paralysie. Effectivement, c'est avec des corrompus à gauche, à droite, des gens qu'on corrompt encore facilement. Et donc, je voudrais simplement que l'OTR puisse montrer le contraire en faisant des recettes, en élargissant l'assiette fiscale comme ils sont en train de le faire, et de faire des entrées financières qui dépassent de loin ce que la douane et les impôts faisaient au temps où l'OTR n'existait pas, tout simplement. Voilà, Ibrahim. Non, je voudrais dire que le chef de l'État, en faisant tout ce constat des pillages et autres, avait mis en place l'OTR. Bon, mon ami n'est pas du tout d'accord avec l'OTR, mais par rapport aux chiffres. Nous disons que c'est en tout cas un élément parmi tant d'autres. Il y a l'ARMP qui a aussi freiné d'une manière ou d'une autre les marchés gré à gré, parce que c'était par ce mécanisme. Mais on a eu le rapport. Oui, mais c'était par ce mécanisme que les gens pillaient aussi les ressources de notre pays, parce qu'on parlait des travaux urgents, mais alors que ce ne sont pas des travaux urgents, on fait de telle sorte que cela passe dans l'urgence et on appelle un entrepreneur qui est peut-être un protégé et on lui donne on lui remet le marché et en contrepartie il y a des ressources, il y a des pots de vin et il y a des rétrocommissions. Ça aussi c'est par ce mécanisme que les gens pillaient le pays. Mais maintenant avec la RMP quand même il y a un suivi sérieux par rapport aux passations des marchés. Donc nous disons que c'est des instruments qui vont décourager ces pilleurs et qui fait en sorte que le pays ne perde plus beaucoup de milliards dans les poches des gens et que certaines personnes s'enrichissent sur le dos de l'État. Mais tout récemment aussi, un fait aussi très majeur, c'est que le pays a décidé de créer une commission de lutte contre la corruption et crimes assimilés. Donc si cette commission venait à être opérationnelle, ça permettra aussi de rattraper tous ceux qui ont pillé l'argent du pays et on va les contraindre à rétrocéder, à payer ce qu'ils ont volé à l'État togolais. Nous pensons que ce volet corruption est pris en compte par les autorités et M. Faure Gnassingbé est très regardant là-dessus et il va aller jusqu'au bout et le Togo pourrait un jour être un bon élève en matière de lutte contre la corruption. Et vous savez, quand on parle de la corruption, ce qui me chagrine, c'est que quand vous allez dans les pays voisins, vous voyez des supermarchés, vous voyez des hôtels luxueux appartenant aux jeunes filles. Et quand on vous demande, quand vous cherchez à vous renseigner, on vous dit que c'est tel dignitaire togolais qui a construit ce supermarché à telle jeune fille, c'est tel Togolais de telle catégorie qui a construit cet hôtel dans ce pays. Mais pourquoi ne pas investir au Togo? Quand on vole l'argent d'un pays, au moins investissez ça au pays. Quand les gens vont acheter des appartements, et ces appartements par la suite sont sujets à des redressements fiscaux, et par la suite les compatriotes perdent beaucoup de milliards comme ça qu'ils ont envoyés à l'extérieur, c'est que ça n'est pas bien, ça ne fait pas de l'honneur de notre pays, c'est des manques à gagner pour notre pays. Quand les gens plient, ils n'ont qu'à avoir le courage au moins d'investir dans notre pays. Peut-être que les Togolais participer à la chose, comment à la gestion, ils ont un grand cœur. Nous voudrions aussi, et c'est pour blaguer, que ces dignitaires-là regardent aussi, au moins construire ces mêmes villas, ces mêmes magasins, à nos jeunes filles qui sont togolaises. Elles sont aussi belles comme les autres filles. Non, on préfère les étrangers. Je vous ai dit, je suis heureux que Ibrahim parle de l'ARMP et je suis heureux qu'on ait sorti les résultats la semaine précédente. Et nous avons vu de 2012. De 2012. Mais en 2012, les instruments de contrôle et organisationnels en matière de passation de marché étaient déjà là. Maintenant, il s'est fait qu'il y a des sociétés comme Togocel, comme la SNPT et d'autres sociétés encore qui ont passé outre
ces outils-là et ces mesures. On ne peut pas se prévaloir de ses propres turpitudes. Et la loi, elle est faite pour tous. Il y a une formule consacrée. Nul n'est censé ignorer la loi. Bien entendu. Au-dessus de la loi. Bien entendu. Donc, ces sociétés-là, je crois, ont fauté et je ne sais pas ce que prévoient les textes. Comme sanction. Parce qu'on nous parle des milliards qui n'ont pas peut-être été détournés, mais qui ne sont pas passés par les règles orthodoxes de passation de marché. Et je ne sais pas si c'est par ignorance ce qui tombe également sous le coup de la loi, ou bien c'est pas une mauvaise volonté que les gens ont et des intentions non exprimées et inavouées sont passés par de ces mesures outre les mesures orthodoxes pour passer ces marchés-là. Je crois que c'est des éléments sur lesquels on doit revenir. Nous avons vu la fois dernière, le rapport est passé et cette semaine, je crois que c'est en train de rentrer comme ça dans le silence. On dit non, il faut que nous, au niveau de la presse, il faut qu'on s'intéresse à ce rapport en profondeur. Parce que il faut que ces sociétés-là nous expliquent comment est-ce que devant tous ces outils et toutes ces structures, ils ont pu passer des marchés et passer outre l'ANP, la réglementation. Donc voilà des situations que le rapport a ressorti la fois dernière. Et comme a dit Ibrahim, c'est vrai, on peut avoir de bonnes intentions, comme il dit, le président de la République peut avoir de bonnes intentions. Mais quand ces intentions ne se traduisent pas en actes, dans les faits, je crois que on est en droit de dire que rien ne va, sinon ça ne va pas. Donc tout ce qu'on attend, c'est de voir le concret, c'est de voir le prix du maïs ramené à 350, raisonnablement, c'est de voir le Togolais payer l'essence à un prix raisonnable de 450, 400 ou 500 francs maximum. Voilà des faits qui ne sont... comme je dis, on n'a pas besoin de faire avade pour comprendre que le ventre a besoin d'être rassasié pour que la tête réfléchisse. Comme quoi le ventre affamé n'a point d'oreille. Voilà, le rapport de l'ARMP, comme si on peut aussi en parler, le rapport ou les différents rapports de l'ITIE, montrent toujours des failles à différence de milliards de francs CFA. Comment comprendre qu'avec, comme Elie l'a dit, tout ce qui est mis en place comme mécanisme pour assainir ces finances ou le fonctionnement de ces structures-là, qu'on soit encore dans le présent de voies fictives prises par certaines ressources? Non, c'est au niveau des dirigeants délicat. Nous disons que le chef de l'État a la bonne volonté d'inscrire le Togo, disons, sur la liste des pays où la gestion de l'affaire publique est faite de façon orthodoxe, en suivant les normes et les standards. Et c'est pour cela que le chef de l'État, chaque temps, en tout cas, quand nous le suivons dans ses déclarations et dans tout ce qu'il entreprend comme activité, a en mémoire, dans son esprit, comment faire pour que le Togolais puisse vivre décemment. C'est ça son intention. Parce qu'on n'a pas besoin quand même d'aller le rencontrer, de fouiller le fond de son cœur pour savoir cela. Ça se traduit par les démarches, les mécanismes, les instruments qu'il met toujours en place pour que le pays puisse être bien géré et pour qu'on assiste à un assainissement des finances publiques. J'en viens. On ne peut pas sanctionner qui sont enclins à la kleptomanie. J'en viens. On ne peut pas sanctionner une personne sans les lois, sans les instruments consacrés aux sanctions de ces indélicates personnes. Quand nous parlons de la loi et de la commission anticorruption et surtout de notre code pénal au sein duquel il n'y a pas des sanctions aussi prévues pour des cas de corruption, des cas de torture, des cas de... Il y a beaucoup de choses, d'escroquerie même. Notre code électoral est muet sur ces faits. C'est pourquoi il y a actuellement la réécriture de notre code électoral et de notre code pénal, de manière à ce que ce code pénal puisse intégrer les nouvelles formes de criminalité, les détournements, les corruptions et autres. Pourquoi est-ce qu'on jette indéfiniment les auteurs de ces crimes dont les tests togolais n'ont pas prévu de sanctions délibérément en prison? Non, ça c'est un autre volet.
Ça, c'est sur une plainte. Quand on vous convoque, c'est que la justice doit faire son travail. Ça n'a rien à voir avec ce que le Togo dit. Le Togo est en train... Il y a quand même une loi en vigueur. Il y a le code pénal qui est là et qui travaille sur qui a des limites. Bon, maintenant, on veut refaire, réécrire ce code pénal, intégrer les nouvelles formes de criminalité. Le monde évolue et il y a des formes de criminalité aussi qui apparaissent. Le détournement, par exemple, dont nous parlons. Mais les gens ne vont plus braquer les banques et prendre de l'argent. Les gens ne prennent pas l'argent dans leur caisse. Mais c'est par des astuces. Il faut intégrer maintenant ces astuces dans le code électoral et dans le code pénal pour amener les armes. Oui. Maintenant, dans le nouveau code pénal va prendre en compte tout ce qui a comme astuce là, tout ce qui a comme réalité apparu là dans le pillage des ressources du pays. Donc, on va y revenir. Il faut aussi dire une chose, et je pense que c'est très important, que ceux qui pillent les ressources du pays ne pensent pas qu'ils sont à l'abri. Tôt ou tard, ils seront rattrapés et ils vont restituer tout ce qu'ils ont volé à notre pays. Parce qu'il y aura des lois, il y aura des instruments, il y aura des commissions qui vont travailler et cette commission va s'intéresser à leur position, à leur pillage et surtout à tout ce qu'ils ont emmagasiné comme ressources sur le dos des peuples togolais. On a assez compris comment eu à le dire le président d'une république ici en Afrique, les faits sont têtus. Voilà, nous avons encore 3 minutes à passer ensemble. Nous allons parler de la presse togolaise. Eline, quelle appréciation avez-vous de cette presse quelques mois après les États généraux? Bon, après les états généraux de la presse, nous avons été des acteurs qui ont contribué à l'organisation de ces états généraux. Mais je suis d'accord parce que quand la presse aujourd'hui et ces acteurs sont dans une précarité qui ne dit pas son nom, et je crois qu'il faut aller rapidement vers une convention collective qui permette aux journalistes véritablement de vivre de ce métier, pour que certains ne soient pas portés dans la grâce du pouvoir et d'autres dans la fange du désespoir. Et donc, je crois qu'il faut rapidement aller vers le suivi, vers l'élaboration de ces conventions collectives. Mais je crois que de plus en plus, la presse, le niveau de la presse togolaise est relevé. Aujourd'hui, vous voyez des documentaires qui sont réalisés et qui, bon, c'est vrai que selon telle ou telle partie, ne fait pas du bien. Mais quand vous voyez le documentaire qui fait polémique en ce moment sur la prison, c'est un documentaire de très grande qualité. Et quand on demande à la presse de se professionnaliser, voilà les résultats de la professionnalisation de la presse. Je vois qu'on ne peut pas demander à une presse de se professionnaliser, et lorsque cette presse fait du bon boulot, on va encore l'embrigader. Donc, quand on demande à la presse de se professionnaliser, voilà les résultats, voilà des investigations qui se font pour montrer au grand jour et au grand public les réalités à gauche et à droite. Mais c'est également une presse qui se cherche. C'est également une presse qui n'a pas encore tous ses repères, et je crois qu'on doit pouvoir revoir certaines conditions, surtout l'aide de l'État à la presse, revoir l'octroi de cette aide-là, revoir l'enveloppe même de cette aide, pour que les journalistes ne soient pas des gens qui, comme je le dis souvent, tirent le diable par la queue ou vivotent sa queue. Ibrahim. Non, ce qu'il faut faire remarquer, c'est qu'un journaliste en situation, un journaliste démuni est un danger. Voilà. Donc il faudrait que les autorités intègrent cela dans leur mentalité, dans leur tête. C'est un danger. C'est un grand danger. Donc, il faut faire extrêmement attention. Danger parce qu'il est corruptible, et quand la corruption passe dans la presse, c'est tout un scandale. Un seul article de presse, vous savez ce que ça fait produire. Je ne veux pas faire allusion à ce qui s'est passé au Rwanda. Donc il faut faire extrêmement attention. Ceux qui pensent qu'ils vont sevrer la presse, ils vont avilir la presse, ils vont tout faire pour que les journalistes soient minables dans leur pays, ils se trompent. Ils sont en train de creuser leur propre tombe. Effectivement. Parce qu'au moment opportun, ces journalistes vont sortir des vérités et les gens comprendront que vraiment, il fallait composer avec ces journalistes, il fallait faire de telle sorte que ces journalistes aussi soient dans des conditions acceptables et puissent travailler aussi de façon professionnelle. Parce que quand on parle du professionnalisme, ça a un coût. Il faut en tout cas des ressources pour investir. Il faut des ressources pour faire des recherches, il faut des ressources pour ne pas faire des articles à la va-vite, il faut des ressources aussi pour amener quand même des rédactions à se porter bien. Quand vous avez une rédaction
itinérante. Mais vous ne pouvez pas faire quelque chose de sérieux. Quand nous avons des sièges où nous travaillons et nous n'avons pas les conditions acceptables pour pouvoir produire des articles de fond, il va de soi que notre pays même prenne un coup. Parce que quand on dit les journalistes togolais, et on dit que c'est des gens qui ne se retrouvent pas, c'est pas une fierté pour notre pays. Donc il faudrait faire en sorte que la presse retrouve vraiment une bonne santé. Et cela doit passer par l'enveloppe. En tout cas de l'aide, à titre d'aide de l'État à la presse. Et aussi la formation. La formation. Et surtout que les institutions, les sociétés d'État et autres là, elles fassent aussi leurs annonces dans certains journaux. Qu'on ne dise pas qu'il y a une catégorie de presse qui est en tout cas cooptée par ces institutions parce que c'est une presse très docile qui ne sort pas les dessous, les casseroles de ces institutions et on se dit que on a en face une presse qui est très docile et on dit même que c'est cette presse qui est même une presse de référence dans notre pays. Je suis désolé, les journalistes ne s'intéressent pas aux trains qui sont à l'heure, les trains qui sont en retard qui intéressent les journalistes. Donc il faudrait que nous aussi qui critiquons, qu'on essaie de nous associer parce que nous faisons un travail d'utilité publique. En dénonçant certaines choses, nous le faisons pour que le pays avance et non pas pour saquer ou bien pas pour comment appelle-t-on là, porter notre greffe contre une autorité. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas notre on nous a compris malheureusement. Nous avons épuisé tout le temps qui nous est accordé. Donc, cette émission qui signe peut-être le grand retour, si on peut le dire, si le grand Dieu le permet, si la santé ne fait plus défaillance. Nous allons donc saluer quelques personnalités. Et la première, c'est par sa citation. Sachez que si fou vous me prîtes, cette folie ne peut être de base commune. Mais si fou aliéné vous me prîtes, ce me semble honneur fait à ma résidence de fou pensant. Donc, Sir Adomayakor et sa famille, vous êtes salués. Ulrich Abedibo, il est arbitre et partant de lui, nous saluons tous les arbitres donc de football, que ce soit dans les autres disciplines sportives au Togo. Firmé Ajavon, il est directeur général de l'imprimerie Label Print et puis la grande famille Bodjona, la grande famille Nyasimbe, la grande famille Fabre, la grande famille Agboibo, la grande famille Agboyome, la grande famille de tous les leaders de partis. Famille Mensa aussi. Hein, sans oublier la grande famille Mensa, la grande famille Acha, et puis toute l'équipe technique qui m'a accompagné ce matin, que ce soit ici à Espoir 47 ou encore dans les studios de la radio KNTB, Radio VGK, Radio Lumière, et également à ebenradio.com et togovision.com. Bien de choses chez vous. Sans oublier les confrères qui sont sur des dossiers sensibles. Voilà, les confrères qui sont de mettre le paquet, c'est très important. Sans oublier également toutes les personnes qui coupissent dans les geôles les geôles donc du Togo, les personnes qualifiées de conflit avec la loi, qui sont à la quête de meilleures conditions de détention et de vie. Bonne journée à vous toutes et à vous tous, où que vous soyez. Sachez que dans cette vie, tout ce que nous le faisons pour nous-mêmes, pas pour les autres. Donc, il nous revient de faire du bien parce que c'est à nous de profiter demain. Bonne journée, au revoir.